Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour à tous. Qui a envie de revenir sur les bancs de l'école ? Mais cette fois, ce serait une école un peu différente, où la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être serait véritablement en cohérence avec les besoins du monde, avec les besoins du terrain. Une école de la transition résiliente, solidaire et désirable. Cette école, ce serait Ecologica, et cette école, elle a été cofondée par Floyd Novak. Floyd qui est avec nous aujourd'hui au micro de Tipping Point. Bonjour Floyd. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, après quelques rebondissements, on arrive enfin à passer ce moment ensemble. Et avec Romain, on s'en réjouit. Et on va bien sûr parler de l'école, mais avant ça, on a envie d'en savoir un peu plus sur toi, Floyd. Alors, notre première question traditionnelle, qui es-tu ? Oui, écoutez, une question du coup qui permet du coup de dire beaucoup de choses et en même temps de voir un petit peu se concentrer sur les informations à donner, c'est intéressant. Donc moi, effectivement, je m'appelle Floyd Novak. Initialement et professionnellement, je suis enseignant. Je suis enseignant autour de l'écologie politique, la transition écologique à Sciences Po Lyon et dans certaines autres écoles privées ou publiques. Et je dirais simplement à ce stade que ce qui me constitue, c'est la transmission. C'est le fait de pouvoir mettre en place des manières de communiquer, d'échanger, de débattre sur un certain nombre de sujets et qui se sont autant en fait de missions, autant d'éléments qui sont constitutifs d'une société saine. Et je pense que c'est particulièrement ça qui me constitue. Maintenant, moi j'ai fait des études d'histoire, de sciences politiques. J'ai créé une association qui est devenue une fédération associative d'éducation populaire à la transition écologique. On trouve toujours l'éducation là aussi. Et puis, je suis par ailleurs élu à la mairie de Villeurbanne, à la métropole de Lyon, sur des sujets assez variés, numérique, déchets, gestion de l'eau, etc. Et puis, je cofonde et co-dirige désormais Ecologica, donc l'école supérieure de la transition résiliente, désirable et solidaire, avec toujours cette même ambition en fait qui m'anime depuis ma première année de vie adulte quelque part, qui est de dire comment est-ce que moi je peux réussir à contribuer de la manière la plus significative possible à un monde plus désirable, un monde plus souhaitable et avec une réelle fidélité, non pas envers une organisation, non pas envers une personnalité publique ou morale ou peu importe, mais vraiment envers le vivant. Voilà, c'est vraiment ce qui je dirais me parle véritablement, c'est finalement être capable de s'épanouir au contact du vivant, mais aussi de s'émerveiller à ce même contact. C'est quelque chose qui est complexe dans nos sociétés, alors souvent on dit occidentales, mais je dirais surtout nos sociétés urbanisées et capitalistes, mais en même temps c'est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire pour une transition écologique réussie, je dirais. C'est quoi le chemin que tu as fait pour arriver justement à l'écologie ? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là ? Eh bien, d'abord, je pense que, comme beaucoup de monde, il y a un contexte, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard complètement non plus. Il y a un contexte qui fait que j'ai eu la chance d'être dans une certaine proximité avec la nature, avec des animaux, à pouvoir faire de la randonnée, à pouvoir vivre dans un espace qui est pas trop urbain, même si c'est pas toujours constitutif d'un engagement, parfois bien au contraire. En tout cas, à moi, c'est mon cas.
Et puis voilà, toujours un attachement finalement ce vivant dont je parlais tout à l'heure, avec la possibilité aussi de vivre des expériences enfants, des classes vertes, des projets variés, voilà, au contact de la nature, et puis en même temps une vraie capacité du coup à cerner des choses qui ne vont pas politiquement ou simplement dans l'économie, sur la façon dont on traite ce même vivant, des choses qui m'ont étonné au fur et à mesure de mon enfance et mon adolescence. Et puis vraiment cet engagement pour moi il a commencé de manière nette à la sortie du documentaire Homme de Yann Arthus Bertrand, où vraiment en sortant de ce documentaire, ma première réaction ça a été de regarder autour de moi. J'étais en classe à ce moment-là parce que c'était à l'occasion de la sortie, on l'a regardé, j'étais en première année de BTS, j'avais 18 ans, et ma première réaction c'était de regarder autour de moi et de me dire mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train de se lever, de faire la révolution là. Je veux dire, il y a rien de plus important que d'empêcher ce qui est en train de se passer finalement. T'as des exemples justement de choses que tu observais où tu t'es dit mais avant le visionnage de ce documentaire? Des exemples, il y en a plein. Simplement, je pourrais donner 2 exemples qui sont assez constitutifs. Le premier qui est très très basique, hein, mais quelque part, voilà, je pense qu'on est nombreux à avoir grandi dans des familles où il y a quand même en toile de fond la télévision. Télévision, regard sur le monde, fenêtre sur le monde, et voilà des moments, bon, c'est encore plus vrai aujourd'hui je pense, mais des moments où il y a des forêts qui brûlent, des machins, des pollutions, puis des images un peu chocs et tout, toujours dans l'émotionnel, hein, souvent. Et moi ce sont des choses qui m'ont vachement marqué, et je me suis toujours demandé mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à empêcher ça? Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Alors, j'étais pas capable de décrypter, hein, bien sûr, mais il y avait toujours cette interrogation en toile de fond, et j'arrivais pas à avoir des solutions, des réponses, claires autour de moi, finalement, quand j'interrogeais les adultes, finalement, sur ces sujets-là. Et puis, autre chose, moi, qui m'a vraiment marqué, et qui me marque encore quelque part aujourd'hui, c'est tout bête, hein, mais c'est les animaux écrasés, que ce soit les chiens, les chats, les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages. Et depuis tout petit, j'ai vu des animaux écrasés, parfois blessés et condamnés, et c'est vraiment des choses qui m'ont un peu traumatisé, quoi, quelque part, vraiment, en me disant, je me rappelle, hein, en étant tout petit, de me dire mais finalement pourquoi est-ce qu'on prend la voiture, puisque finalement on fait courir un risque, certes à nous, mais peut-être encore plus à tous les autres êtres vivants qui habitent autour de cette route. Tu as grandi où, pardon? Alors j'ai grandi dans le sud de la France, près d'Avignon, à l'Isle-sur-la-Sorgue, plutôt à proximité de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc effectivement, on va dire sur une zone périurbaine d'une petite ville. Et alors tu le disais, la transmission, c'est quelque chose qui te constitue depuis très longtemps. Donc finalement, tu as été sur les bancs de l'école. Et tu y es resté pour transmettre avec d'autres engagements en parallèle et un chemin aussi assez entrepreneurial en parallèle. Mais quel est toi ton vécu? Comment est-ce que l'école a contribué à te faire devenir l'homme que tu es? Est-ce que ça a été une expérience heureuse, douloureuse, questionnée, questionnable? Tu vois, parce que tu es resté très proche de cet univers-là. C'est intéressant. C'est pas des questions que je me pose si souvent que ça, et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à creuser, effectivement. J'ai vécu plusieurs vies, moi, à l'école, quelque part. D'abord, initialement, j'étais dans le moule du petit garçon parfait, qui est tout timide, tout devant, qui parle que quand on lui dit de parler, et qui a toujours des résultats parfaits, avec aussi derrière on va dire une direction parentale, hein, sur ce moulage quelque part de ce petit garçon parfait. Et puis les années ont passé, et puis notamment le monde du collège. Alors première fois où il y a des moments plus compliqués en termes de notes, notamment, où du coup je me mets à cacher des notes, je me mets du coup à avoir une certaine défiance du côté des parents, mais aussi du côté de l'institution scolaire, à constater que on peut pas toujours être adoré, tous les enseignants qu'on a. C'est intéressant, comme une forme de désillusion, un petit peu de naïveté quelque part, hein, qui s'était construit à un moment
moment-là de ce petit garçon parfait. Et puis par ailleurs, je commence aussi à avoir finalement au collège des premières figures inspirantes en fait, quelque part, notamment des enseignants en histoire géo qui m'ont beaucoup apporté, je pense en 6e, en 4e notamment, qui m'ont passionné par leur façon de parler, par leur rhétorique et puis par la manière dont ils utilisaient l'histoire pour mieux comprendre finalement le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et c'est pour la première fois au collège que j'ai annoncé à mes parents, moi je veux devenir enseignant en histoire géo. Voilà. C'était vraiment un peu un plan à un moment. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu plutôt la période lycée, notamment au début du lycée où où je suis passé encore au collège, toujours dans le premier ou dans les premiers de la classe dans les derniers. Et ça c'est assez surprenant peut-être, mais voilà, malaise de plein d'aspects, bon, crise d'adolescence bien sûr on peut dire, mais malaise sur plein d'aspects, psychiquement notamment je pense, qui m'ont fait un petit peu renfermer sur moi-même et du coup effectivement en seconde et en première c'était des résultats très très compliqués. J'étais en bac ES, en bac général, mais des résultats très très compliqués avec des cours qui m'intéressaient mais en même temps une incapacité totale à m'investir quelque part. Voilà, et après ça a commencé à aller un petit peu mieux en terminale et puis c'est véritablement finalement en BTS que j'ai pu commencer à m'impliquer à nouveau quelque part et à faire des liens finalement comme j'ai pu le faire au collège avec l'histoire géo finalement entre ce que j'apprenais et la manière dont je pourrais l'utiliser, et j'ai commencé aussi à réfléchir à des projets et notamment la création de l'association Conscience et Impact Écologique dont je parlais au début que j'ai créée à 18 ans. Ouais. Après, cette question de la transmission, pour moi, effectivement, elle se voit certes dans l'éducation, mais elle va se voir vraiment à travers cet engagement en particulier, puisque j'ai passé finalement toutes mes études. J'ai fait, entre mon BTS, ma licence et mon master, j'ai fait 7 ans d'études, et j'ai passé ces 7 ans-là à développer cette association. Donc en fait, j'ai passé peut-être autant de temps, si ce n'est plus, à faire des animations pour cette association dans plein de cadres différents que sur les bancs de cours, les bancs d'université et les bancs du BTS. Ouais, ça me fait penser à deux choses. À Ivan Illich, que tu connais certainement, qui dit justement que l'école, elle est quand même, en tout cas telle que l'institution la constitue, assez déconnectée des besoins du monde et donc de l'expérience de la réalité extérieure. Et que ça nous enseigne surtout à comprendre que les connaissances, qu'on ne peut les acquérir que par l'institution, alors que c'est peut-être justement questionnable. Donc c'est intéressant parce que j'avais envie de comprendre ton lien à ça, à l'école, pour après, comme tu as co-créé une école, bien comprendre qu'est-ce que tu mets à l'intérieur et de quel postulat tu pars, et tu vas nous en dire un peu plus. Et la deuxième chose que je voulais te demander, oui, pardon, parce que peut-être on reviendra là-dessus, mais tu peux nous dire 2 mots de l'association que tu as créée ? Ouais, bien sûr. Je peux tout à fait faire le lien entre ces deux questions parce que Ivan Illich fait partie effectivement des intellectuels, des penseurs, des philosophes qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup questionné aussi sur mon parcours personnel sans doute aussi, et c'est pas anodin en fait ce qui va effectivement dire dans une société sans école, c'est qu'il y a une nécessité de déscolariser pour finalement mieux diffuser les savoirs, et donc cette question de la transmission dont je parlais tout à l'heure, on est en plein dedans finalement. Déscolariser parce que effectivement l'institution nous apprend peut-être avant tout finalement à ne pas savoir faire des choses par nous-mêmes, et du coup à être dépendant d'un certain nombre de corps d'experts, de techniciens, dépendant de la consommation. Alors c'est une pensée qui va être finalement poursuivie par André Gorz, qui est aussi un penseur important et qui va dans la droite lignée d'Ivan Illich. J'y reviendrai probablement. Et du coup, effectivement, c'est à cet âge-là, moi, à 18-19 ans, que j'ai commencé à lire ce genre d'ouvrages, avec notamment le livre d'André Gorz, Écologie et politique, qui a donné l'expression écologie politique, écrit en 74 par André Gorz, que m'a donné mon père, donc une vieille édition que m'a donné mon père et qui m'a effectivement beaucoup apporté dans mes réflexions. Et finalement, dans l'idée que effectivement une solution par rapport à la situation écologique et sociale serait peut-être d'essayer de changer les choses au niveau de l'éducation. Alors concrètement, moi j'arrive en BTS, je suis pas
je sais pas particulièrement ce que je vais faire. En fait, je suis dans un BTS en logistique en me disant, moi, j'aime bien organiser des trucs. Ça va être sympa. Je suis là un peu au pif. Bon, je suis pas le seul à m'être perdu entre-temps, heureusement. Mais j'ai pas vraiment encore trouvé ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, quoi. Et puis donc quelques mois après le début des cours, il y a ce documentaire Homme qui sort, qu'on regarde en cours. Il y a ce moment où je regarde mes collègues en me disant mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de tous faire la révolution? Et puis de mon côté, je vais me renseigner sur internet, je vais regarder des tas d'autres trucs et tout. Enfin, vraiment, je suis plongé complètement là-dedans. Et en fait, je rentre dans ce qu'aujourd'hui on appelle l'éco-anxiété, quoi. Je suis en plein dedans à ce moment-là. Je me dis mais merde, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, genre il y a le monde tel qu'on le connaît, il va pas pouvoir durer, c'est pas possible. Je commence à prendre conscience de ça. Et dans le pire des cas, il va y avoir des catastrophes et il va y avoir des tas de morts. Ça va être une catastrophe pour le vivant. Mon lien avec le vivant aussi et mon émotion par rapport à ça. Et donc, je vais passer des semaines à me questionner. Alors, à ce moment-là, je prends le bus tous les jours à me questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire. Et au final, vraiment, ce moment marquant, ça fait partie de ces moments marquants que j'ai eu dans ma vie, au moment où j'ai décidé de créer Ecologica, j'y reviendrai après aussi. Je suis dans le bus et je me dis, bon, en fait, stop, faut arrêter de cogiter comme ça, et puis il faut agir au bout d'un moment, faut faire des trucs. Voilà. À l'époque, ça me paraissait être une super bonne idée. Je vais prendre une feuille de papier et puis demain, on va aller faire une pétition dans le lycée pour mettre en place des vrais conteneurs pour pouvoir collecter correctement les déchets, parce que devant le lycée, il y a 1200 élèves dans le lycée, et devant le lycée, il y a pas loin, il y a un McDo, il y a absolument aucune poubelle, aucune corbeille de ville, et juste à côté, il y a la Durance. La Durance se jette dans le Rhône. C'était à Cavaillon exactement ce BTS. Voilà, et du coup ça a été ma première action finalement d'écologiste, on va dire. Et puis en parallèle, j'ai commencé à rédiger des articles, j'ai commencé à les diffuser à des amis, à des collègues en cours, à des lycéens, à des enseignants même, du personnel du lycée quelque part. Et puis voilà, puis j'avais des réactions, des gens qui m'ont dit bah ok, je savais pas, il y a des solutions, c'est intéressant sur les OGM, sur l'huile de palme, etc. À ce moment-là, on commençait à tout juste à parler un petit peu d'huile de palme. Greenpeace lançait ses premières campagnes, etc. Donc c'était un peu le sujet phare sur l'écologie en 2009-2010. Et puis des gens qui m'ont dit bah moi en fait je suis hyper choqué par ce que tu as écrit, je vais venir t'aider. Et c'est comme ça qu'on a commencé à monter ce qu'on appelait un club environnement en fait, hein. Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les clubs développement durable ou club transition, les choses comme ça. Club environnement, donc certains enseignants et CPE nous soutenaient à fond, nous aidaient et tout, c'était chouette. Et on a fait tout un ensemble d'actions dans ce lycée. Et puis c'est seulement à la fin de mon BTS en fait quand je me suis dit je vais partir, en l'occurrence sur Lyon, parce qu'entre-temps, je me suis dit que j'allais essayer de rentrer à Sciences Politiques pour essayer de faire des trucs en politique, parce que pareil, toujours un petit peu de naïveté. Je me suis dit, il suffit de faire Sciences Po et c'est bon, toutes les portes sont ouvertes et on va pouvoir changer les mondes. Je pensais peut-être faire du journalisme ou quelque chose comme ça à ce moment-là. Et finalement, je suis allé voir mes enseignants en leur disant, bah voilà, moi je vais partir, le club environnement, il y a que des terminales et des BTS en deuxième année, ce serait bien que quelqu'un prenne le relais. Et puis j'ai une enseignante d'anglais qui m'a dit, bah non, j'ai mieux que ça, à 17h, c'est-à-dire dans 3 heures, j'ai les secondes de 5 à 6, tu vas venir avec moi, j'ai lu ton article sur la déforestation et l'huile de palme, c'est vachement bien, tu vas leur parler pendant 1 heure de ça. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure pour quand j'étais petit garçon, mais là c'est toujours pareil. Je suis toujours super timide. Hein, je parle pas en cours, etc. Enfin, et moi c'était la torture de m'annoncer ça en fait. Et puis il fallait que je fasse un diaporama. J'ai jamais utilisé PowerPoint à ce moment-là, on n'avait pas de cours là-dessus et tout. Donc voilà, j'avais 3 heures devant moi. Heureusement j'avais pas cours, donc je suis allé en salle info et puis sur fond blanc j'ai fait 5 vieilles slides qui parlent des forêts primaires et des raisons qui nous lient cette déforestation amazonienne, indonésienne et celle du bassin du Congo. Et puis j'ai traîné avec moi un collègue de BTS qui venait juste pour passer les slides, pour histoire que je sois pas trop stressé d'y aller. Voilà, c'était vraiment une torture pour moi et en fait j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie parce que non seulement j'ai adoré en fait, je sais pas si c'est l'adrénaline ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là dans le corps, mais l'excitation que ça crée en fait de se confronter à un public, de pas forcément savoir exactement ce qu'on va raconter, mais essayer de construire des phrases dans son esprit, dans sa tête, de les formaliser pour essayer d'être clair et finalement argumenté pour tenir un propos. Et puis ça a créé des échanges, ça a créé des synergies, ça a créé des débats. Ça a permis aussi à 4 secondes qui étaient quand même dans la classe de dire bah moi j'ai envie de reprendre le club environnement à la fin. Voilà, je suis sorti de là en fait et je me suis dit ça
ça y est, j'ai compris comment on change le monde, il suffit de faire ce que je viens de faire là, fois 1 million dans tout le pays, dans le monde entier. Bon, pareil, toujours un peu de naïveté, mais n'empêche que je commençais à dessiner des choses et à me dire, quand on discute, on est en capacité d'avancer des choses, en capacité d'argumenter, et à ce moment-là, j'étais persuadé que une argumentation parfaitement rodée, on pouvait convaincre tout le monde. Bon. Pareil, encore une fois un petit peu de naïveté, mais peu importe, il y a des choses qui se construisent. Voilà, et donc moi je suis parti à Lyon d'abord en licence d'histoire et j'ai fini par rentrer à Sciences Po, mais seulement en master, sur le concours de 4e année. Et du coup, j'ai passé ces 5 années à Lyon à faire des allers-retours en fait, parce que les vacances étudiantes à Lyon et les vacances scolaires dans le Vaucluse étant décalées, ça me permettait en fait de passer toutes mes vacances sans faire des interventions dans les collèges et les lycées, les musées, les endroits un petit peu divers et variés du Vaucluse. Pour pouvoir, en fait, j'ai un peu fait mes armes. Après, à Lyon, on a commencé à démarcher aussi des collèges, etc., des lycées, depuis en plus à faire des conférences à l'université, etc. Bref, je faisais vivre un groupe sur le Vaucluse avec des bénévoles et des amis qui tenaient le groupe. Et puis en même temps, je constituais un groupe sur Lyon, autour de moi, des étudiants, notamment de Lyon 2 ou de Sciences Po, qui sont devenus bénévoles dans l'association, qui a grossi pour que quand j'étais en master, on ait suffisamment de moyens pour pouvoir embaucher un premier salarié. J'ai décidé de ne pas être ce salarié parce que ça me paraissait plus logique d'avoir quelqu'un d'autre qui puisse investir autant de temps que moi j'en investis. Ça permettait finalement de doubler quelque part l'effectif. Alors que si moi j'étais salarié, je restais finalement tout seul à être le plus investi. C'était un petit peu dommageable. Et voilà, et donc Conscience et Impact Écologique a grossi jusqu'à devenir effectivement une fédération qui intervient auprès de tous les types de publics, de l'école primaire jusqu'à la maison de retraite, quoi, un petit peu pour simplifier, en passant notamment bien sûr par les entreprises et en proposant des présentations discussions, des ateliers, un certain nombre de formats qui finalement vont favoriser ce débat et cette mise en argumentation, mais aussi favoriser une forme d'appropriation. Et ce mot est vraiment important. La transmission, c'est important et elle rentre dans le cadre, à mon avis, d'une appropriation qui doit être effective et qui se fait de plusieurs façons. Par exemple, par le fait de faire par soi-même des choses. On parlait beaucoup de ça quand on parlait d'ateliers do it yourself, etc., etc. Mais aussi simplement par le fait de participer à une argumentation, à un débat en direct avec un interlocuteur ou avec des interlocuteurs. Et puis par le fait de casser finalement la forme de hiérarchie ou de linéarité qui peut exister dans les formats pédagogiques traditionnels hérités de Durkheim qu'on peut avoir en France notamment, où il y a un maître, un sachant et les autres. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a peut-être des choses à transmettre en particulier et à apporter, mais il est hyper important de créer de l'horizontalité si on veut favoriser l'appropriation et donc la transmission. Moi, je voulais revenir sur le moment où tu dis je sors de la projection du film Home et je démarre finalement un épisode d'éco-anxiété. Comment est-ce que tu es entouré à cette époque-là ? Comment est-ce que tu partages ça ? Est-ce que tu es soutenu ? Ou est-ce que en gros tu te gères comme un grand en te disant c'est l'association qui va m'aider à atténuer cette anxiété et donc c'est en étant dans l'action. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu... Ouais, c'est intéressant, je me suis cette vie-là pas trop questionné là-dessus depuis lors. Je suis pas particulièrement entouré, j'en parle un peu autour de moi à des amis en BTS qui sont plutôt entre guillemets en tout cas qui s'affichent un peu comme étant un peu je m'en foutiste, qui un peu nihiliste ou tout ce qu'on veut, mais du coup qui peuvent entendre, qui ironisent un peu là-dessus peut-être, mais gentiment, sans que ce soit très grave. Je suis pas convaincu non plus que j'en parle beaucoup à ma famille. À mon avis, je reste quand même pendant quelques semaines, de mémoire en tout cas, dans ma bulle et en me disant finalement quelque part le fait de dire ok je vais agir, c'est aussi une réaction de survie quoi, quelque part, de dire en fait j'ai besoin d'agir si je veux pas tomber au fond du trou. Par contre, ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais être extrêmement maladroit et je vais à peu près confronter tous mes amis sur le fait que je veux qu'ils me suivent là-dedans, sinon il va falloir qu'on débatte pendant des heures parce que il faut absolument qu'on sauve le monde quoi. Faut qu'on se bouge, faut qu'on fasse quelque chose. Je me souviens avoir obligé des amis à regarder le documentaire Homme et à la fin je leur ai dit voilà, si là vous avez pas envie de vous engager, je vous laisse tranquille, mais par contre avant je veux vraiment qu'on en débatte et que je comprenne en fait fondamentalement
qu'est-ce qui pourrait plus vous motiver là actuellement, compte tenu de ce qu'on vient de voir sur le fait que le documentaire, alors maintenant, on le voit d'aujourd'hui, le homme, ça a vieilli sur plein d'aspects, mais peu importe. À l'époque, c'était extrêmement frappant. Ce documentaire nous explique qu'il nous reste 20, 25 ans, 30 ans pour changer les choses, sinon on se dirige vers une extinction massive, quoi. Et qu'est-ce qui est plus important que ça au monde, quelque part? C'est ça qui, moi, me prenait aux tripes, quelque part. Et ton contexte familial, lui, comment il réagit? Est-ce que tu es capable de... Est-ce que tu en parles avec tes parents? Alors de mémoire, j'en parle pas beaucoup initialement. J'en parle seulement quand je commence à mettre en place des actions. Peut-être qu'ils ont discerné un certain nombre de choses et de signaux faibles quelque part, sans forcément le formaliser. Là où on va vraiment commencer à en parler et où je vais plutôt être soutenu dans l'ensemble, c'est quand je vais commencer à créer l'association, quand je vais commencer à constituer des choses et quand mes parents, de toute façon, ils nous voient. J'invite une dizaine de bénévoles, des copains et des copains à eux, et puis des gens qu'on a rencontrés qui viennent des copains. Enfin, voilà, ça devient aussi une bande de copains quelque part qui étaient déjà copains et d'autres qui deviennent copains. Et on va passer une nuit de minuit à 4h du matin à nettoyer des déchets en plein été en ville. On va prendre la voiture et on va faire des énormes ramassages là où il y a des décharges. On va distribuer des articles dans les rues des villes pour essayer de créer de la discussion avec les citoyens. C'était une catastrophe, mais peu importe. C'était rigolo quand même, il y a des bons souvenirs. On va faire ce genre d'action en fait, donc effectivement, ça va les étonner. Je me souviens, bon, c'est pas le contexte familial là, mais je me souviens qu'une fois en pleine nuit, on s'est fait alpaguer par les forces de l'ordre qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites à 2h du matin là? Et ils disaient mais c'est quoi ces jeunes là? Et du coup, ils voyaient qu'on avait rien sur nous de bizarre et tout, et du coup ils nous disent vous faites quoi? Vous ramassez les escargots? Et du coup non, on est en train de ramasser les déchets, et du coup c'était très très étonné. Donc voilà, il y avait ce moment aussi qui pouvait forcément interpeller, que ce soit la famille ou l'entourage, où on a cette mobilisation et des actions concrètes. Après voilà, il y a aussi des éléments où on va un petit peu rentrer en conflit. Je pense au moment où je vais devenir végétarien en 2010. Au début, ma mère était pas du tout favorable, hein. Elle était vraiment oh là là, mais attention, tu vas avoir des problèmes, puis en plus tu vas manger du soja, le soja c'est cancérigène, hein. Enfin, c'était elle est infirmière, c'était assez compliqué. Ça a pas duré bien longtemps, hein, ces petites tensions-là, mais en tout cas, bon, j'ai eu quand même globalement un contexte familial plutôt dans le soutien, à partir du moment où effectivement je me suis investi. Après, l'éco-anxiété en tant que telle, je l'ai plutôt effectivement vécu tout seul. C'est aussi ça que je trouve intéressant dans ce que je vais essayer de transmettre sur comment le gérer émotionnellement aux étudiants aujourd'hui, notamment dans le cadre d'Ecologica. Oui, d'autant que là, toi, tu le vis à un moment où on n'en parlait pas, parce que, alors, éco-anxiété, je crois que c'est un terme qui est vieux, mais je regardais Solastalgie, il me semble que c'est 2019. Même éco-anxiété, moi je crois qu'on n'en parlait pas, hein. On n'en parlait pas, le terme existait. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais on n'en parlait pas du tout. En tout cas, c'est clair. Et donc, comme on n'en parlait pas, j'imagine que tu vas aussi avoir ce sentiment de je suis le seul à vivre un truc comme ça. Ah oui, complètement. Là où aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui vivent ça, qui traversent ça. Et donc, quelque part, quand tu sais que d'autres vivent comme la même chose que toi, tu te sens un peu plus soutenu, moins seul. C'est peut-être un contexte différent, même si aujourd'hui, le nombre d'informations sur le sujet étant beaucoup, beaucoup plus important ou plus accessible ou tournant beaucoup plus en boucle sur les chaînes d'infos, ça y est. Enfin, contrairement à il y a 15 ans, je pense que ça peut aussi amplifier le phénomène. Là où il y a 15 ans, si tu voulais pas trop voir, si t'allais pas chercher par toi-même, c'est pas des informations que tu pouvais capter. Mais oui, complètement, ouais. Complètement. Alors c'était un mal pour un bien quelque part, je pense, parce que, enfin, je peux pas être sûr et certain, mais j'ai quand même la sensation que certes j'étais un peu isolé, et je me souviens effectivement très bien avoir ce truc de je suis le seul, en tout cas je suis le seul à ce moment-là, et je me souviens avoir eu aussi un moment pour objectif de faire en sorte que d'autres soient comme moi. Quelque part c'est ça que j'allais chercher, hein, en allant interpeller des amis, etc. Et puis en même temps de me dire ok, il y a peut-être d'autres personnes qui sont exactement comme ça, et je pense qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on crée des choses ensemble. Enfin, j'avais un petit peu cet objectif dans un coin de ma tête. Après, l'avantage, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas la même saturation d'informations. Et quelque part, peut-être que la gestion émotionnelle était quelque part plus simple en la matière. Et là, on a fait un grand bond dans l'école, mais aujourd'hui, quels sont
conseils, qu'est-ce que tu transmets aux étudiants, et est-ce que la santé mentale est un pilier de ce que vous avez mis dans le programme? Oui, tout à fait. Dans le cadre d'Ecologica, effectivement, on a un fil conducteur qui, j'aime bien ironiser en disant que c'est un peu la vie de classe d'Ecologica, qui s'appelle Progresser dans un monde en transition, qui est un cours qui va être interpromo et qui va être avec un petit effectif et qui va nous permettre quelque part d'accompagner individuellement, émotionnellement et professionnellement les étudiantes et les étudiants à 4 reprises chaque semestre, donc 8 fois dans l'année. À chaque fois, ce sont des cours de 3 heures, de toute façon, Ecologica. Et du coup, effectivement, il y a plusieurs objectifs dans le cadre de ce cours, mais il y a notamment le fait d'être en capacité de témoigner d'émotions. Et nous, on met en place des exercices où on va utiliser des œuvres artistiques. Alors, c'est souvent de la musique, mais ça peut être aussi des courts-métrages, ça peut être aussi des témoignages, ça peut être aussi des podcasts qu'on va écouter, qu'on va en regarder avec les étudiants, éventuellement leur dire de regarder ça ou d'écouter ça là, pour la prochaine fois. Et on va échanger en fait de manière extrêmement émotionnelle en fait sur ce qu'on ressent par rapport à ces œuvres-là. Et le but, c'est de faire émerger un certain nombre d'émotions, des émotions qu'ils peuvent avoir par ailleurs initialement, qui peuvent vivre dans le cadre d'une vie d'un jeune de 20-25 ans aujourd'hui. Et puis également qui peuvent vivre à travers les cours, parce qu'on est sur des enseignements qui peuvent aussi prêter à l'éco-anxiété quelque part. L'éco-anxiété ou à d'autres formes d'anxiété d'ailleurs. C'est pas purement que les questions environnementales tout le temps. Et donc oui, effectivement, je crois pas qu'on donne des conseils exactement, mais on est plutôt dans un cadre d'accompagnement où on va encourager les prises de parole dans un moment finalement où le rire n'est permis que si la personne qui parle rit également, et où on est en capacité de témoigner des choses personnelles. Le premier cours qu'on a fait, c'était sur l'enfance, justement. Donc on a été amenés, Franck et moi, à parler un peu de ce qu'on avait pu vivre dans notre enfance, de ce qui nous avait marqué, de comment on s'était construit, et on a proposé aux étudiants qui le souhaitaient, c'était pas une obligation, de faire à peu près le même exercice, et ensuite ça nous a permis de rebondir pour effectivement comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui sur les questions d'éco-anxiété, comment est-ce que vous arrivez à gérer les choses, nous comment est-ce qu'on a fait dans le passé, et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, et comment est-ce qu'on voit l'avenir. Bref, en tout cas c'est de tisser finalement un ensemble de passerelles, déjà pour essayer d'éliminer, si elle est présente, la solitude, parce que ça c'est vraiment un élément central, je pense, dans le processus, et ensuite non pas effacer l'éco-anxiété, mais faire en sorte qu'elle soit productive pour la personne, mais aussi pour la société. Est-ce qu'on peut là vraiment faire un jump dans Ecologica et que tu nous présentes concrètement ce que vous faites, à partir de quand tu peux y rentrer, quand tu ressors de là, à quoi tu es prêt et dans quel type d'environnement tu vas bosser? Ouais, complètement. Je peux faire une bonne présentation d'Ecologica, effectivement. Donc, c'est une école supérieure. Je vais commencer par les bases des bases. Une école supérieure qui délivre 3 diplômes. Un bachelor qui correspond à un bac plus 3, c'est un niveau licence qu'on peut retrouver dans une université par exemple. Un master initial, un bac plus 5, et puis un master sup qui va être un master pour des personnes qui ont déjà au moins un bac plus 4 ou un master et qui viennent plutôt d'autres univers, la communication, l'urbanisme, l'école d'ingé, etc., et qui souhaiteraient du coup faire une année quelque part un petit peu de spécialisation, en tout cas une année qui leur permet de travailler ensuite dans les organisations de la transition, parce que c'est ce qui leur tient à cœur, ou dans le cas d'une reconversion après quelques années de travail, quand on a 25, 28, 30 ans, ça peut effectivement être approprié. Ceci étant dit, donc l'école est à Villeurbanne et finalement elle se crée dans un contexte qui est au niveau national, en tout cas dans l'enseignement supérieur, qui est assez clair sur le fait qu'il y a une multiplication de l'offre de formation dans la transition écologique et sociale, mais avec une surreprésentation, voire en fait un quasi-monopole des écoles de commerce. Alors, il y a bien sûr des écoles d'ingé, il y a bien sûr des écoles techniques, des écoles techniques qui existent très souvent depuis un certain temps, des écoles d'ingé, mais qui vont aussi quelque part former à des métiers techniques. Alors, on peut interroger leur formation sur le versant de l'écologie de bien des façons et en fonction des écoles, mais ce qu'on va surtout remarquer, c'est que tout le volet finalement
serviciel, tout le volet transversal, tout le volet généraliste et politique de la transition écologique et sociale n'est porté que par des écoles de commerce, à peu de choses près. Il y a effectivement Sciences Po Grenoble qui fait des choses intéressantes, il y a un master à Clermont-Ferrand, mais on parle de quelques dizaines d'étudiants au maximum, c'est rien du tout. Et surtout, du côté de l'enseignement supérieur indépendant et privé, on est sur une totale liberté finalement des écoles de commerce de recomposer ce que eux ils vont qualifier comme la transition écologique et sociale. Alors parfois ils le font, parfois ils prennent pas la peine de le faire, et quelque part la transition écologique et sociale elle côtoie des cours plus traditionnels qui eux n'ont pas changé. On continue à apprendre à vendre des trucs comme avant dans les écoles de commerce, et on continue finalement à penser le monde comme avant, ça n'a pas changé non plus, et c'est un vrai problème, surtout pour moi qui finalement ai fait mes armes au moment où je lisais des auteurs qui ont construit l'écologie politique et qui ont construit ce que c'était à la base la transition écologique, c'est-à-dire un changement de modèle de société, un changement de politique et économique sans concession avec le capitalisme quelque part. Alors, heureusement, moi j'ai enseigné pendant 8 ans, j'ai pas été isolé bien longtemps là-dessus, j'ai rencontré plein d'enseignants qui faisaient les mêmes constats que moi, dans le public et dans le privé, pas pour les mêmes raisons, mais néanmoins des constats très similaires. Et puis j'ai aussi eu l'occasion, avec Conscience et Impact écologique dont je parlais tout à l'heure, de rencontrer des centaines d'organisations différentes, de créer du lien, de faire réseau localement avec des associations notamment comme Anciela, de manière plus nationale avec des réseaux comme celui d'Alternativa ou d'autres encore. Et quelque part, il y avait vraiment un accord et une forme de consensualité sur le fait qu'on avait besoin d'un outil de formation qui soit adapté aux organisations de la transition écologique et sociale, parce que on est en train de monter en puissance. On est en train d'avoir des organisations qui changent d'échelle, et on a besoin du coup de professionnels qui soient adaptés en matière de compétences, mais qui ont aussi la vision du monde en adéquation avec le projet de l'organisation initialement, que ce soit une entreprise, une association ou même a fortiori une collectivité. Donc on a un petit peu trois manières de se différencier en créant Ecologica, et c'est constitutif de l'ensemble de l'école, du projet avant, mais de l'école désormais. D'abord sur l'aspect philosophique, c'est qu'on assume, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un changement de modèle politique et économique à opérer, et ça va se retrouver dans l'ensemble de l'ADN de la plaquette pédagogique, et maintenant il y a même des mots sur André Gorz sur le site internet, puisque Ecologica c'est en référence justement à André Gorz dont je parlais tout à l'heure, et son corpus de textes publié en 2008, un an après sa mort. Également d'un point de vue pédagogique, puisque au niveau de la pédagogie, on va on n'aura pas un cours où il y a un prof qui parle pendant 3 heures et c'est fini le cours. Ça n'existe pas à Ecologica. Je dis pas qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas besoin d'avoir des prises de parole continues et des informations à diffuser à la manière un petit peu d'un cours magistral. Néanmoins, ce sera forcément limité dans le temps, et le cours devra composer avec des formats plus participatifs, avec pourquoi pas des ateliers, avec des pédagogies inversées, avec des cours en extérieur, enfin un ensemble de choses en fait qui favorisent l'appropriation dont je parlais initialement tout à l'heure. La pédagogie, elle va également se retrouver du côté des enseignements, la pédagogie différente, puisque les enseignants ils ont des rencontres pédagogiques plusieurs fois dans l'année, où ils vont parler, discuter, se former et échanger aussi sur l'évolution des modalités pédagogiques au sein d'Ecologica, également construire leurs cours de manière cohérente entre eux, éviter les répétitions, ou lorsqu'elles sont faites, elles sont conscientes, et ça c'est important aussi. Et puis enfin le troisième point après la philosophie et la pédagogie, c'est la gouvernance. C'est aussi de construire une école qui répond à des frustrations de génération et de génération d'étudiants qui n'ont en fait pas leur mot à dire, ou alors ils sont pas nombreux à pouvoir le dire, et même quand ils peuvent le dire, ils n'ont pas le poids nécessaire pour soit avoir ne serait-ce que une once d'espoir de pouvoir être entendu de manière sérieuse, ou en tout cas essayer de changer les choses. Quand on a des écoles où en fait la direction et la présidence cumulent la majorité de droits de vote, les étudiants ils peuvent s'égosiller, ça ne servira pas à grand chose. Donc là en l'occurrence on est sur 4 collèges, les enseignants, les partenaires, les salariés et les étudiants, avec à peu près un quart des droits de vote chacun dans l'assemblée générale, mais aussi dans les instances de gouvernance que sont le conseil d'administration, le conseil pédagogique, le conseil social, et les étudiants auront également un conseil étudiant qui leur permet aussi de faire exister ces discussions, ces débats
entre eux et d'avoir des positions communes, ou en tout cas de trouver des compromis entre eux aussi, parce qu'ils sont pas forcément tous d'accord sur tout aussi, et c'est bien normal. Maintenant, au niveau des cours, pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet, on va avoir trois échelles, 3 piliers de cours. Un premier qui est plutôt sur penser, comprendre le monde, où là on va vraiment avoir l'expertise des enjeux de société, environnementaux, de justice sociale, expertise sur les enjeux démocratiques également, de faire en sorte d'avoir des étudiants qui sont un peu incollables en fait sur ces sujets-là, qui sont en capacité de décrypter ces enjeux-là, et par ailleurs de décrypter finalement l'actualité, et elle va être à mon avis très très riche dans les prochaines années, à n'en pas douter, sur ces sujets-là, et d'éviter de tomber dans des formes un peu binaires. Alors je pense qu'avec l'exemple du conflit israélo-palestinien, on est en plein dedans, on a un bon exemple, et puis par ailleurs de pouvoir s'appuyer sur des sciences de la matière et du vivant d'une part, mais aussi des sciences humaines, de l'économie, de la philosophie, de l'histoire, etc. Avec du coup un appui par des enseignants-chercheurs qui vont proposer ces cours. Et puis on a un deuxième pilier qui est plutôt sur devenir un professionnel engagé. On va avoir plutôt des compétences. Alors des compétences pour certaines tout à fait spécifiques, hein, en intelligence collective, en spécialisation technique sur des enjeux type déchets, énergie, etc., en plaidoyer, qui sont pas des compétences qu'on va trouver partout non plus, etc. Enfin, je donne des exemples. Et puis on va également retrouver des compétences aussi de communication, de micro-communication, je dirais, et des intelligences émotionnelles aussi, notamment avec le cours dont on parlait tout à l'heure, qui sont des compétences pour nous qui sont essentielles en fait dans un monde où finalement on travaille pas de la même manière, un monde des organisations de la transition où on travaille pas de la même manière que dans une économie plus classique. Et ça va se voir également dans les compétences plus traditionnelles. Je pense au management, à la gestion de projet, aux outils informatiques, au marketing. Quand on a ce type de cours, c'est des intitulés qui sont suffisamment précis pour comprendre que c'est pas tout à fait la même chose. Sur le marketing, notre but, ça va être d'apprendre à promouvoir son projet à impact social. Ça va pas être d'apprendre à vendre des trucs. Sur les outils informatiques, ça va être une formation totalement tournée autour du logiciel libre, de la maîtrise de Linux et même de la réparation de base d'ordinateurs, etc., etc. Et puis on a un troisième pilier qui est plutôt dans le champ de l'apprentissage, de l'expérimentation, de la spécialisation, parce que les étudiants dès la première année ils ont tout un tas de choix à faire. Ils vont chaque semestre choisir un séminaire pour se spécialiser dans un champ ou dans un autre. Ça peut être sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la condition animale, sur l'intelligence collective. Enfin, il y a tout un ensemble de choix. Sur les terrains d'apprentissage, ils vont également faire un choix. Le séminaire, ils sont une semaine en immersion. Le terrain d'apprentissage, c'est pareil, sauf que c'est pas à Lyon. En tout cas, c'est pas dans l'école. Ça peut être dans la région lyonnaise, ça peut être en Ardèche, dans les Cévennes, ça peut être dans une autre région en France, puisqu'on va avoir un partenariat avec une organisation qui va les immerger dans leur réalité, une réalité qui leur permet de se confronter à ce que c'est réellement la transition écologique sur le terrain, à ce que ça implique. Ça va être du chantier massif en aide aux agriculteurs, ça va être de la réparation d'objets, ça va être de la rénovation, ça va être du voyage itinérant à vélo, ça va être du soin des animaux, ça va être tout un ensemble de choses comme ça qui vont leur permettre de se confronter réellement et pas simplement dans une expérience de stage professionnel, mais aussi dans une expérience qui est prenante d'un point de vue concret et émotionnel, et en même temps d'apprendre à faire des choses par soi-même, d'apprendre à développer des savoir-être parfois, et aussi bien sûr des savoirs manuels, apprendre à faire des choses avec ses mains et ne pas toujours dépendre encore une fois d'une technologie ou d'une consommation bien sûr dans la lignée de notre cher Ivan Illich. Par ailleurs, ils ont des bénévolats, des projets tutorés, des commandes professionnelles pour les masters également. Ils ont des stages, bien sûr, en 3e, 4e, 5e année et en master sup, qui leur permet aussi d'expérimenter tout ça de manière un peu plus traditionnelle, même s'il y a des vraies différences dans la manière dont c'est amené, notamment dans les réalisations concrètes demandées aux étudiants. Et puis enfin, ils ont des projets annuels chaque année et l'occasion en fait d'être accompagné par un enseignant spécialiste de la question pour déboucher sur un événement de promotion de ce que les étudiants auront créé cette année. Alors en première année ils vont créer un média citoyen, en deuxième année ils vont organiser un festival Ecologica à la fois festif et militant avec une programmation réalisée par leurs soins. En troisième année ils vont
Ils vont créer un mémoire graphique sous la forme d'une expo photo, d'une vidéo, d'une conférence gesticulée qui va déboucher sur un festival du mémoire engagé où du coup il y aura leur soutenance en public avec tout le monde. En 4e année, c'est un colloque à portée scientifique et professionnelle sur une thématique choisie par les étudiants. Et puis en 5e année, c'est la gestion d'un fonds de dotation avec du coup le montage d'un appel à projet, sa diffusion et puis la récompense d'un ou plusieurs lauréats en fonction de ce que les étudiants auront fait. L'idée, encore une fois, avec ces projets annuels, c'est de leur permettre aussi d'être en capacité de prendre des initiatives, comme avec les modalités de gouvernance quelque part de l'école, mais également en fait de créer quelque chose de leurs mains, quoi, et d'en être fiers et d'avoir autant d'occasions grâce à ces événements-là d'inviter tout le réseau proche et élargi d'Ecologica pour dire voilà, nos étudiants ont organisé un colloque sur la question des imaginaires à des récits. A priori, ce sera la thématique cette année. Venez voir ce qu'ils vont faire. Il y a des intervenants qui vont être là. Il y aura des tables rondes, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, il y aura des discussions surtout, et il y aura quelque chose. Il y aura une immersion en fait quelque part dans ce qu'ils auront prévu. Voilà un petit peu pour expliquer en quelques mots. Après, bien sûr, je peux rentrer dans des détails, mais ça permet déjà de se rendre compte. Merci, parce que on sent qu'il y a, au-delà de la conviction, mais ça on le savait, Floyd, mais un vrai parti pris en fait dans le fait de créer une école comme ça. Tu disais, les écoles de commerce en fait ont un peu le monopole de la transition écologique, ou en tout cas de ce qu'ils veulent en faire et de la façon dont eux se transforment. Quand on voit un François Gemène qui vient de prendre la direction d'un master en sustainability sociale à HEC, comment est-ce que vous allez faire la différence avec ces écoles-là au moment où en fait vous allez parler aux étudiants, mais vous parlez aussi beaucoup aux parents qui sont les financeurs des études, et donc je me mets à la place d'un parent entre Ecologica et va faire HEC mon fils, tu pourras faire de la transition et au pire tu finiras en finance de marché, ce sera tout aussi bien pour ton portefeuille. Comment est-ce que là vous allez vous y prendre ? Eh ben, c'est évidemment une question qu'on s'est beaucoup posée l'an dernier, qu'à mon avis, on va être amené à se reposer à l'ouverture des candidatures et pour bientôt, à se reposer un peu continuellement. Déjà, on n'a pas besoin de convaincre tout le monde, pour commencer. Ensuite, on sait qu'il y a des profils, il y a des âges qui sont plus faciles à convaincre que d'autres. Cette année, on n'a pas ouvert la première année pour cette raison-là. C'est qu'on n'avait pas assez de candidats en B1. On s'en doutait un peu. Une école qui ouvre, une école sup qui ouvre très rarement la B1 la première année. Parce que c'est très compliqué en fait de convaincre des jeunes qui sortent tout juste de bac, qui ont été influencés certes par les parents, mais aussi par l'institution. Enfin, je ne faut pas nuancer aussi le rôle des conseillers d'orientation dans les lycées et des enseignants eux-mêmes qui font aussi renouveler quelque part cette forme d'élitisme aussi qu'on peut avoir sur certaines écoles, etc. Et je suis tout à fait d'accord, que ce soit HEC, que ce soit l'ESSEC, il y a tout un ensemble d'écoles qui aujourd'hui créent leur formation en transition écologique, de grandes écoles, d'institutions reconnues aussi pour la qualité de leur enseignement. Et puis avec ce côté aussi où en France on prend de plus en plus la voie du plus je mets d'argent dans la formation de mon enfant, plus la qualité sera importante. Et une année à HEC, ça coûte très très cher. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire la différence ? Comment est-ce qu'on répond à cette question-là ? D'abord, simplement par l'image. On est sur une école qui est différente de pas mal de points de vue. Je l'ai expliqué tout à l'heure sur la philosophie, la gouvernance et la pédagogie. Et par le fait que Ecologica, contrairement à la formation d'HEC, elle est créée par les organisations qui sont déjà dans la transition depuis très longtemps. On les a pas attendus pour commencer. Pendant des années et des années et des années, c'était plutôt des adversaires et nous plutôt des empêcheurs de tourner en rond. Et là, il y a une forme de récupération aussi. Maintenant, nous, on est clair sur le fait que on est sans concession sur le fait qu'il faut changer de modèle. Un jeune qui va se renseigner, qui va être au courant de certaines choses et qui va faire ses propres déductions sera en mesure de savoir s'il pense qu'une école de commerce comme HEC est en mesure de changer le monde ou si c'est plutôt une école comme Ecologica. Nous, quand on échange de manière interpersonnelle avec les jeunes, on est en capacité de se rendre compte que ils sont au moins intrigués, si ce n'est extrêmement
exaltés en fait par le positionnement qu'on va avoir. Et après, on a tout un ensemble d'autres formes de légitimité. Voilà, on a eu BFM Lyon récemment, on a eu un petit passage dans l'article du Monde aussi en septembre. On a tout un ensemble de médias, et je les cite pas tous, qui nous ont interpellés, des médias locaux, des médias nationaux. Et on sait que dans l'enseignement supérieur, on suscite des interrogations. Là, depuis la rentrée, j'ai 6 personnes différentes qui m'ont dit « Ah, je travaille dans telle autre école. » Et ben, ils m'ont questionné sur Ecologica, ils veulent essayer de comprendre comment ça marche. Ils comprennent pas, ils sont très... à la fois circonspect et peut-être même inquiet par rapport à cette école-là. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, ça montre qu'on gagne quelque chose, en tout cas qu'on gagne du terrain, ou en tout cas qu'on inquiète. Et je pense qu'il faut continuer dans un message qui est, j'aime pas forcément le mot parce qu'il inquiète, mais radical, dans le sens où on assume un certain nombre de choses. On a un projet, enfin, c'est pas nous qui avons un projet de société, mais en tout cas, on défend un type de projet de société plutôt qu'un autre. Et a priori, ça devient presque consensuel, le fait que le productivisme tel qu'il existe ne peut pas perdurer. Si on y croit vraiment, faisons-le. Et faisons-le avec des formations qui assument ce positionnement. Et quel rôle jouent les entreprises qui, elles, qui, pour certaines d'entre elles, sont en train d'opérer une transition pour aller vers le régénératif, et donc après tous les consortiums d'acteurs de think tank qui sont autour du régénératif. Moi, ayant fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, je vois qu'il y a aujourd'hui un nombre croissant d'entreprises qui sont dans ces logiques-là, donc de faire différemment. Donc elles vont aussi devoir recruter différemment. Est-ce que vous les avez impliquées aussi avec vous, pas que à la conception, mais aussi pour l'après, en fait? Ouais, c'est un petit peu une affaire d'acrobate quelque part, parce qu'il y a à la fois, c'est une question de réseau en fait. Il y a à la fois des entreprises, des organisations qu'on va avoir dans nos réseaux de longue date. Quand je dis nous, c'est pas que moi, hein, c'est vraiment aussi des affaires de proximité finalement, en termes de valeur, en termes de positionnement, en termes de travail coopératif sur un marché public, sur un territoire simplement, qui vont faciliter les choses. Et puis il y a des entreprises qu'on ne touche pas parce qu'elles ont déjà leur propre réseau. Donc c'est vraiment presque du cas par cas. Nous, on a à la fois les organisations de la transition qui assument le message qu'on a aussi depuis très très longtemps, et finalement une grosse partie des débouchés professionnels naturels d'Ecologica, j'en parlerai tout à l'heure, mais va aller vers ces organisations. Et puis on a aussi tout un ensemble d'entreprises, d'autres entreprises qu'on a auprès desquelles on a pu se rapprocher grâce à d'autres réseaux qui nous ont aussi rejoints au fur et à mesure de l'aventure, puisque l'aventure Ecologica a commencé en septembre 2021 quand même, qui derrière vont être des entreprises plus traditionnelles, souvent dans l'industrie, et qui se posent tout un ensemble de questions et qui sont extrêmement preneurs en fait d'un outil de formation comme Ecologica pour leurs employés. Alors il y a des choses à faire aussi de ce côté-là, mais aussi pour leurs futurs recrues, parce qu'il y a besoin de changer de logiciel de lecture, il y a besoin de se questionner sur la taille critique. Est-ce que la taille critique c'était la bonne? Est-ce qu'il faut continuer à raisonner de cette manière-là, ou est-ce qu'il faut changer de logiciel, changer les indicateurs, se contenter du bilan carbone, ou est-ce qu'il faut aussi aller vers l'ACV? Et au-delà de l'ACV, est-ce qu'il ne faut pas finalement se questionner aussi sur le modèle économique? Est-ce que l'économie productiviste au sein d'une organisation c'est intéressant et suffisant, ou est-ce qu'il ne faut pas commencer à s'interroger sur la fonctionnalité par exemple? C'est tout un ensemble finalement de savoir et de compétences qu'un étudiant d'Ecologica va pouvoir insérer dans ces organisations-là et qui les rend précieux de ce point de vue. Maintenant, voilà, il y a effectivement, tu le dis, une vraie affaire de lobbying de notre part à faire quelque part aussi, en nous montrant, en montrant certes qu'on existe, mais en montrant qu'on forme des professionnels, qu'on sait où on va et qu'on n'est pas juste une bande de zigotos étranges qui formeront soit des tueurs du capitalisme, soit des saltimbanques, je dirais, mais bien des personnes qui ont une réflexion de fond et qui ont des vraies compétences. Le projet, il est super ambitieux au départ, puisque tu vas directement sur une formation 5 ans. Pas que, tu l'as bien expliqué, mais en tout cas, vous vous contentez pas justement d'une surcouche. Vous prenez les étudiants dès la sortie du bac, pour ceux qui veulent se former en 5 ans. Comment vous vient, parce que j'ai pas l'histoire, donc je sais.
Tu vois, c'est quoi le point de bascule qui vous fait créer cette école-là? Parce que tu en as beaucoup parlé, mais comment ça émerge et comment ça prend forme? Parce que j'imagine bien les difficultés. C'est pas parce qu'on se dit... tiens, si on crée un cursus qui va de la licence au master, une belle école, même avec des belles valeurs, même avec des convictions fortes, que c'est évident de le faire. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, comment tout ça s'est agencé? Ouais, très très bonne question. Moi, je me souviens que la première réaction de mes proches quand j'ai annoncé que je voulais créer une école supérieure, ça a été mais comment ça, on a le droit de créer une école supérieure? On peut faire ça existe, c'est possible. C'est vrai que ça paraît être un petit peu monstrueux. Enfin, c'est pas totalement faux en même temps. Bon, alors d'abord, c'est compliqué en fait de penser la création d'Ecologica sans penser le passé. Alors mon passé à moi, je l'ai un petit peu expliqué, mais notamment mes 8 années d'enseignement supérieur aussi m'ont quand même vachement forgé, m'ont permis de faire des rencontres, m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait aussi tout un ensemble de personnes qui faisaient un peu le même diagnostic sur l'enseignement supérieur et en fait, plus les années passaient, et plus je me disais, mais en fait, l'enseignement supérieur tel qu'il est aujourd'hui, il est incapable de faire face aux réalités. Enfin, on a déjà 10 ou 15 ans de retard en fait. Enfin, il faut vraiment qu'on rattrape ce retard-là parce que on n'est plus dans des conceptions où simplement il faut essayer d'interroger comment est-ce qu'on fait en sorte de rentrer la RSE dans l'entreprise. Enfin, il faut aller au-delà de ça. Certes, ça peut être utile sur plein d'aspects, mais déjà ça dépend comment est-ce qu'on la qualifie la RSE. Mais c'est surtout qu'il y a il y a un ancrage philosophique et politique qu'il faut avoir et une formation qui est nécessaire pour tous ces professionnels-là. Donc il y a une vraie difficulté qui est perçue par par un ensemble d'enseignants comme je le disais tout à l'heure. Et puis il y a des expériences qui sont vécues par des réseaux proches, par moi, notamment dans la création d'une école en 2017, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Supécolidaire, qui a été en fait la première école d'enseignement supérieur à dire on va faire une formation de la transition écologique et sociale. Donc on n'est pas les premiers. On n'est pas les premiers. Cette école-là, elle a été montée par quelqu'un qui a toqué la porte d'Antiella, du réseau Antiella, de la Pépinière notamment, qui a été accompagné et du coup qui a eu le loisir de pouvoir avoir tout le réseau, tous les enseignants qui étaient les plus pertinents sur les différents enseignements. Et moi, c'est là que j'interviens et que j'ai commencé aussi à accompagner le développement de ce projet. J'ai enseigné dès la première année et jusqu'en septembre 2021, comme par hasard. Et en fait, ce projet a très mal évolué. Il n'est pas parti dans des directions très intéressantes, que ce soit du point de vue de la gouvernance, que ce soit du point de vue de la pédagogie, que ce soit du point de vue philosophique. A refusé de se poser un ensemble de questions et du coup a quelque part créé une école de commerce, mais simplement spécialisée sur les questions de transition écologique et sociale, et qui en plus, à mon sens, n'est pas forcément une très bonne école de commerce en termes de compétences notamment. Donc en fait on a expérimenté en fait avec Supécolidaire, on a expérimenté le fait que on pouvait pas juste arriver avec de bonnes intentions et penser que ça allait fonctionner tout seul. Il fallait quelque chose de plus structuré, quelque chose de plus assumé et par ailleurs on avait quand même perçu que certains l'ont fait. Si certains l'ont fait, on peut peut-être le refaire en mieux. Donc je dirais qu'il n'y aurait pas eu d'Ecologica s'il n'y avait pas eu Supécolidaire, ou en tout cas Ecologica n'aurait pas eu la même forme, il n'y aurait pas eu toutes les réflexions qui nous ont été apportés par des étudiants qu'on a eu à Supécolidaire, qui ont continué parfois avec nous dans les organisations suite à Supécolidaire, et qui pour certains sont à Ecologica aujourd'hui, non pas en tant qu'étudiants ou même pas forcément en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que personnes investies au sein de l'école, qui accompagnent les étudiants, qui interagissent, qui finalement créent une forme de passerelle quoi, quelque part entre ces deux univers-là. Et ça pour nous c'est vraiment important. Ceci étant dit, en 2 ans, effectivement, entre septembre 2021 et septembre 2023, il s'est passé plein de choses. Donc, moi, au tout début, quand j'ai eu l'idée, très vite, j'ai été rejoint moralement par Martin Durigneux, le président d'Antiella et fondateur de l'Institut Transition, et on a commencé à mettre en place des rendez-vous de pépinière tous les mois avec Fanny également, et quelque part, il était question ici de pouvoir structurer finalement l'école
et surtout de favoriser un ensemble de rencontres. Alors moi, je suis allé chercher des enseignants avec qui j'avais envie qu'on travaille, je suis allé chercher des partenaires, et puis j'ai été rejoint par Amandine et puis par Franck quelques mois plus tard, je dirais de mémoire janvier ou février 2022. Oui, c'est ça. Non, 2023, je dis n'importe quoi. Je confonds les années. Et du coup, il s'agit du coup il était question du coup de pouvoir structurer cette école-là. Et on a fait non, je dis n'importe quoi. C'était bien janvier 2022. Excusez-moi. Oui, parce que là, vous avez quand même ouais. Je sais pas s'il faut que je un an de recul. Oui. Ouais. Je me suis perdu dans les dates. Ouais, t'inquiète. Peut-être que je recommence à un moment sur. Vas-y. Je suis désolé. Non, t'inquiète. Donc il s'agissait effectivement de structurer tout ça. Donc j'ai été rejoint par Franck et Amandine. Donc on a été 3 cofondateurs. J'ai été rejoint dès janvier, février 2022, quelques mois après l'idée donc. Et puis on a commencé un petit peu à structurer les idées. On a fait une assemblée générale constitutive d'une association préfiguratrice d'une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, du nom d'Ecologica. Le nom d'Ecologica, j'en étais très fier, je suis toujours assez content. C'est vraiment une introspection personnelle de ce que j'avais envie de faire passer comme message, et en même temps un positionnement, un clin d'œil à une personnalité forte aussi d'écologie politique. Et puis ensuite, suite à l'Assemblée Générale, on a structuré des groupes de travail où 1 à 2 fois par mois, on se réunissait pour finalement structurer une proposition cohérente sur un thème ou sur un autre, sur le positionnement pédagogique, sur l'évaluation, sur la rémunération des enseignants et celle des salariés, sur la gouvernance, bien entendu. Voilà, il y a un ensemble de groupes de travail qui sont réunis pendant plus d'1 an en fait, et qui continuent même encore à se réunir aujourd'hui. On en continue à en faire. Maintenant, il y a les étudiants en plus, avec du coup des partenaires, des enseignants à l'époque, et puis bien sûr les cofondateurs qui ensuite seront, pour certains en tout cas, les salariés. Et ça nous a permis en fait de créer une synergie. Ça nous a permis de créer une synergie collective qui fait que ça a fonctionné. Je pense que ça n'aurait pas fonctionné ou pas aussi bien si on n'avait pas eu cette synergie, parce qu'avec nous on a embarqué des partenaires, avec nous on a embarqué des enseignants qui aujourd'hui sont toujours investis et peut-être même encore plus nombreux. Et plus on a de synergie, plus on a de synergie, quoi. C'est juste logique. Quand on a 10 enseignants qui sont hyper investis avant l'ouverture de l'école, aujourd'hui on en a 20, c'est normal, parce qu'en fait ils voient qu'il y a d'autres enseignants qui sont investis, ils voient que l'école elle est différente, ils voient qu'il y a un ensemble de choses où ils peuvent s'inscrire, participer, se sentir concernés et quelque part faire la différence, donner leur opinion, pourquoi pas, mais surtout construire avec les parties prenantes. Ouais. J'ai une question très naïve, mais quand tu crées une école comme ça supérieure, tu as le droit de mettre ce que tu veux à l'intérieur pour être reconnu, pour la monter. Enfin, tu vois, est-ce que tu as des contraintes institutionnelles qui finalement malgré tout remettre dans le monde tel qu'il est, ou est-ce que tu peux complètement ouvrir, te dire j'en sais rien, moi, il y a pas de notation pour les élèves parce que ça crée de la compétition et que nous on veut un autre modèle. Est-ce que on peut tu vois, ou pour avoir le diplôme, de toute façon la notation est quelque chose d'obligatoire, donc il faut être innovant mais dans un cadre quand même assez serré. Parce que vraiment, je n'y connais rien, donc ma question est probablement très naïve. Non, pas du tout naïf. Oula, c'est des questions qu'on s'est posées 1000 et une fois, et il y a certaines questions, on a eu les réponses, mais limite, c'était au moment de la rentrée. C'est très complexe, et pour avoir les réponses, pour pouvoir communiquer de manière productive avec les instances qui s'occupent de ça, c'est parfois très très compliqué, et les instances sont pas toujours très très partantes pour t'aider non plus. Voilà, donc on peut pas tout faire, non, on peut pas tout faire. Déjà, il faut faire une déclaration d'ouverture au rectorat, montrer que on respecte les valeurs de la République, que la formation elle répond à un besoin, que elle s'inscrit dans le cadre des crédits européens ECTS, et donc il y a des notes sur 20, ça c'est effectivement nécessaire, et puis que les locaux qui accueillent les étudiants soient adéquats
et c'est pas une mince affaire, hein, puisqu'il faut qu'ils aient une certification ERP pour les centres de formation. Ce qui est, quand une fois, pas une mince affaire, parce qu'ils sont rares, ces locaux-là, et du coup, ça nécessite souvent, en fait, de changer la destination des locaux. Et ça paraît anecdotique pour un projet d'école supérieure, mais en fait, c'est peut-être le sujet qui a été le plus compliqué pour nous, et qui va encore l'être, puisque on prévoit de changer des locaux, bien sûr, dans le courant de l'année, pour l'année prochaine, compte tenu du fait qu'on aura des effectifs beaucoup plus importants. C'est intéressant ce que tu dis, je trouve. Je me permets de te couper parce qu'en fait, on met les bureaux, enfin les locaux, au même niveau que les valeurs de la République. En tout cas, la façon dont tu viens de le dire, j'ai l'impression que c'est un must-have en fait. C'est que si t'as pas de bureau, tu peux avoir les valeurs de la République, un super projet, ça répond à un projet de société, etc. Mais désolé, t'as pas ton truc avec ta borne incendie, donc ton école, en fait, elle n'existe pas. Ah oui, bah ça c'est clair. Ouais, on peut pas. La déclaration rectorale, elle est, je sais pas comment ça se passe, si elle est recalée, refusée, etc. Mais on n'est pas accepté par le rectorat. La déclaration d'ouverture n'est pas de fait si on n'a pas démontré avec le document. Alors je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est plus mon collègue qui s'occupe de ça, mais si on n'a pas démontré qu'on a le document certificatif de l'ERP qui correspond du coup aux effectifs qu'on va avoir. Enfin, c'est une réglementation qui est ensuite en plus assez complexe, parce qu'il y a aussi un nombre de personnes dans le bâtiment, et donc nous on a failli se faire avoir de dire on va aller dans des locaux où en fait il y a de la place sur un étage, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que, vraiment à la dernière minute, qu'il y avait trop de monde dans le bâtiment, et que du coup en fait on ne pouvait pas accueillir plus de quelques dizaines d'élèves en fait. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses très complexes à apprendre et enfin à connaître, à maîtriser, qui posent problème. Et après, sur la question de l'évaluation, malgré tout, on a quand même une certaine liberté à partir du moment où on est une école indépendante, et donc on n'est pas en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur. Ça, c'est quand même important de le préciser, et c'est aussi c'est un choix de notre part, et de toute façon, on ne peut pas être reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. Enfin, ce sont nos diplômes, et c'est pas l'école, hein. L'école n'est jamais reconnue par l'État. C'est bien les diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur. Il faut de toute façon attendre 3 ans pour pouvoir faire la demande. Nous, on n'a pas l'intention de le faire parce qu'on perdrait toute forme de liberté, parce qu'on serait dans des cases, et pour eux, la case la plus proche sur laquelle on est, c'est école de commerce. Et donc, il y a tout un ensemble de cours qu'il faut donner, et qu'il faut donner de la bonne façon. Et du coup, pas juste avec apprendre à vendre un produit à fin impact social. Ça suffit pas. Donc, en fait, on perdrait toute la logique d'Ecologica. Et en plus de ça, je vais être assez cash, mais ça n'a pas d'utilité, à mon avis, réelle et concrète, contrairement à la certification RNCP pour le ministère du Travail que elle, on va demander, et qui est rétroactive pour nos étudiants. Ceci étant dit, pour l'évaluation, certes on a la note sur 20, mais nous le but c'est que la note sur 20 elle reste, mais qu'elle soit pas au centre du débat et de la mise en valeur, mais qu'on aille plutôt sur un niveau de savoir et de compétence qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent, qui permet de donner vraiment un niveau motivé finalement à une évaluation, et qui en même temps réduit quand même l'aspect compétitif, en disant toi t'as eu 14, mais moi j'ai eu 13, t'es meilleur que moi. Là dans les deux cas on sera sur un niveau de compétence 2 mettons, et du coup ça permet d'être un petit peu de réduire un peu le poids là-dessus. Et puis nous, ça nous permet aussi de créer un document qui s'appelle l'arbre de savoir et de compétences, qui est un document unique pour Ecologica, qui est en parallèle du diplôme, et qui est reconnu du coup par l'ensemble des partenaires employeurs, et qui permet de dire moi je vais postuler mettons chez Aremax, qui est un partenaire d'Ecologica. Aremax connaît Ecologica, connaît ce document. Je vais montrer mon arbre de savoir et de compétences, voilà tout ce que j'ai appris dans le cadre d'Ecologica, et éventuellement ce que j'ai appris aussi en parallèle d'Ecologica, et avec du coup à chaque fois ce niveau qui permet de dire vous recherchez telle et telle compétence, regardez, c'est un petit peu certifiant quoi, quelque part, de mon niveau. Tu l'as dit, tu étais un petit garçon d'abord, mais après adolescent et jeune homme timide, voire très timide. Là, on te retrouve homme engagé en politique, professeur, avec, comme tu disais, tu as eu besoin d'un grand réseau aussi, et d'avoir tissé tout ça pour pouvoir créer l'école. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment, tu vois, est-ce qu'il y a des points de bascule? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit? Tu vois, comment est-ce que tu t'es développé pour qu'aujourd'hui tu puisses faire tout ça? Alors je sais pas, j'aurais envie de dire
sans grand stress, tu vois, de t'exprimer, de parler devant plein de monde, de créer plein de relations, puisque ça semble assez naturel aujourd'hui pour toi. C'est quoi le chemin que tu as parcouru? Ouais, il y a, je pense, une vraie question de volonté de changer. Une vraie question de volonté de changer, de muter, je dirais presque. Et en fait, cette volonté, c'est aussi de savoir mettre de faire la part des choses et de savoir mettre les choses qui nous stressent dans des cases. Donc c'est peut-être finalement surtout une gestion du stress à la base qui petit à petit a évolué en une transformation. Enfin, je m'exprime différemment, pardon, je suis peut-être pas très clair. La première fois que j'ai été confronté du coup au fait de devoir parler devant un public dans le cadre d'une animation sur l'écologie, c'était donc ce fameux moment où j'ai ma prof d'anglais qui m'a invité dans sa classe de seconde, etc. Et où du coup je suis sorti de là trop content. Et en fait, ça a été vraiment je pense que tout le monde connaît ça, mais de faire en sorte de faire éteindre en fait ces voix qui nous disent non mais on va pas y arriver, non mais ça va être trop dur, hein. C'est vraiment d'étouffer ça et d'y aller. Alors je pense qu'à ce moment-là il y a une sorte de montée d'adrénaline et puis on est lancé, ça y est, et en fait j'ai essayé de répéter cet exercice maintes et maintes fois et à coup de 100, 200, 300, 400 interventions durant toutes mes études chaque année auprès d'un public, j'ai fini par être complètement transformé, à prendre du recul et puis je pense aussi que c'est une question de positionnement pédagogique, et ce positionnement pédagogique il implique aussi de savoir faire la part des choses et de ne pas s'attarder sur un ensemble de messages contradictoires qu'on peut avoir. Ce que j'explique souvent, enfin ce que j'expliquais, parce que j'en fais plus beaucoup maintenant, mais dans les formations pour des bénévoles qui veulent devenir animateurs, c'est qu'on aura toutes et tous tendance à aller en fin d'animation, surtout quand on débute, à aller s'attarder sur ah mais au fond il y en a un qui bâillait, ah mais lui il m'a dit ça, ah mais oui mais en fait déjà la réaction en soi elle paraît peut-être négative mais elle implique pas forcément quelque chose de négatif à proprement parler. Souvent c'est même le contraire, et au-delà de ça c'est s'attarder sur le négatif alors même qu'il faut être en capacité de fêter les victoires. Fêter les victoires, ça implique aussi d'être fier de ce qu'on a accompli et de remarquer finalement le positif aussi et peut-être de mettre en place des pédagogies pour créer cette interaction, créer cet échange et voir quelque part, si ce n'est de la reconnaissance, en tout cas de l'appréciation de la discussion, de ce qui est en train de se passer de la part du public. Et si on a la capacité de pouvoir revoir ce public quelques temps après. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup apporté, c'est de pouvoir me dire, de revenir une année sur l'autre dans des collèges ou dans des lycées pendant des années que j'ai fréquenté, je voyais des gens évoluer. En seconde, ils foutent le bordel dans le cours. En première, ils posent des questions. Et en terminale, je les recroise dans la cour et ils me disent oh là là, tu sais, je foutais le bordel, mais franchement, ça m'a vraiment retourné le cerveau ce que tu nous avais raconté ce jour-là. Bon, j'en saurais pas plus de ce qui est devenu la personne, n'empêche que waouh, on se dit en fait faut pas se limiter finalement à un premier regard. Maintenant je pense qu'il y a aussi un côté exaltant quelque part. Moi j'ai pu expérimenter avec CIE aussi le fait de développer une organisation, de pouvoir aussi se confronter à tout un ensemble d'épreuves, à créer ces synergies collectives, à travailler ensemble. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'exalte. Je pense que c'est vraiment le bon mot, c'est presque un petit peu statique et finalement avec Ecologica j'ai quelque part un petit peu répété ce processus là. Maintenant à partir du moment où on fait de la politique par exemple, c'est pas que pour la politique, mais pour l'enseignement ça marche aussi, mais pour la politique je dirais que c'est probablement encore plus vrai. Ça dépend des thématiques où on est, mais si on est sur la mobilité à Lyon, il faut absolument être en capacité de prendre du recul, et d'accepter le fait que tout le monde va pas être d'accord tout le temps avec toi et que c'est pas grave et que c'est important de pouvoir prendre ça aussi avec certes de la distance, mais pourquoi pas aussi de l'humour, voire de l'autodérision. Je pense que j'étais habitué à ça de manière profonde, d'abord en devenant végétarien
en 2010, à l'époque, c'était voilà, mais c'est un fou. Ça paraît fou de se dire ça aujourd'hui, hein, mais vraiment en 2010, devenir végétarien, c'était complètement incongru. Ensuite, en n'ayant pas de smartphone, ensuite en investissant toute mon existence dans une association sans savoir comment j'allais gagner ma vie. Enfin, un ensemble de décisions que j'ai prises qui paraissaient un petit peu incertaines, où on n'a pas forcément cru en moi et où j'ai réussi à démontrer qu'en fait, ça fonctionnait. Et puis quelque part, j'ai aussi acquis un peu de la confiance en ma capacité à faire et puis à me dire que voilà, moi aujourd'hui, je suis en train de penser à d'autres projets aussi qui sont en lien avec Ecologica. J'en parle autour de moi. Mon but, c'est pas de dire on va faire ça, ça va marcher, c'est sûr, mais plutôt ça vous tente, est-ce qu'on essaie, est-ce que ça vous paraît pertinent. Il y a 90% de chances que ça foire, mais c'est pas grave en fait, parce que comme on dirait dans Le Seigneur des Anneaux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris les aigles pour aller directement jeter l'anneau dans le volcan? C'est parce que ce qui compte, c'est la quête, quoi. Là, c'est pareil. Ce qui compte, c'est l'expérience, et finalement, on va peut-être se rendre compte que l'expérience va nous apporter des choses qui vont nous permettre d'aller plus loin la prochaine fois, et peut-être d'une autre manière sur un autre projet, mais avec toujours cette direction, ce doigt tendu qui est cette fidélité envers le vivant, quoi. Et moi, j'ai pas de fidélité envers une organisation en particulier, j'ai cette fidélité de dire comment est-ce que je fais, ça le sens, je pense, vraiment de mon existence, comment est-ce que je fais pour faire en sorte d'avoir un maximum d'impact positif à moyen et à long terme pour empêcher finalement les pires scénarios et au contraire pour favoriser un monde où la vie en tant que telle, les êtres humains certes, mais la vie en tant que telle est en capacité de s'épanouir avec une vraie frustration et peut-être une vraie colère quelque part qui m'anime, je pense, au fond, même si je la montre pas souvent, qui est de me dire merde, on a tous les outils, on a tout qui est à notre possession, on pourrait faire autrement, c'est juste à notre portée, et finalement les freins, on dit souvent politiques, mais pour moi ils sont avant tout culturels. Et justement, est-ce que tu as confiance dans la force politique, en tout cas dans les politiques, pour changer les choses et faire différemment, accompagner la transition? Toi qui as les pieds dedans quand même. J'aurais bien aimé qu'on ait cette séquence en vidéo là, de voir à la fois ta tête poser les questions et celle de Floyd réceptionner les questions. C'était assez savoureux, je vous laisse imaginer. Oui, l'imagination peut faire son chemin, effectivement. C'est une question un peu large, dans le sens où déjà, il faut qu'on parle d'échelle. Si on me parle d'une question nationale, on est dans une république qui est constituée d'une certaine manière, avec à la fois une interrogation sur la démocratie effective du processus électoral, mais en même temps sur un pouvoir exécutif qui est très fort, sur un gouvernement qui a assez peu de comptes à rendre. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font que la Ve République est constituée pour faire en sorte quelque part que le modèle dominant, la vision du monde dominante, elle soit en permanence renouvelée. Et ça marche très très bien. Et d'ailleurs, c'était même le but de la Ve République, c'était d'éviter une forme de déséquilibre et donc un risque quelque part qu'on répète ce qu'on a pu connaître avec la 4e par exemple. En l'occurrence, dans notre époque à nous, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, certes, avec l'arrivée d'En Marche, EPS, UMP, enfin Républicains, on a un peu rebattu les cartes, etc. Mais la vision du monde dominante, c'est toujours la même. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, ou plutôt le productivisme néolibéral. Et ça n'a pas du tout changé. Au contraire, on prend même plutôt la voie d'un libertarisme qui serait quelque part une évolution du néolibéralisme, en encore pire, où le rôle de l'État il est encore diminué et où le rôle des sociétés privées, notamment des plus importantes, serait accru, puisque il y a une volonté de déréglementation encore plus forte, de non-interventionnisme encore plus forte, avec derrière l'idée quelque part que la transition écologique et sociale qu'on doit porter, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'elle soit numérique, intelligente, productiviste, et au contraire qu'on utilise un ensemble de technologies variées pour la rendre réalité, et notamment pour contrôler le comportement des populations. C'est ça, finalement, le plan un petit peu de la transition écologique du libertarisme. C'est une évidence que moi je suis en désaccord avec cette vision-là, et du coup moi c'est ce que j'appelle la déviation écologique. C'est comment est-ce qu'on utilise un ensemble d'outils culturels et technologiques pour recomposer la définition de l'écologie et a fortiori de la transition écologique pour qu'elle soit compatible avec cette vision libertarienne. Et donc à l'échelle nationale, non, je suis pas particulièrement confiant, si ce n'est que on constate quand même bien qu'on va au-devant de très très grands bouleversements à l'échelle au niveau politique, à l'échelle nationale. En 2027, en 2032, il va se passer des choses, tous les politologues le disent, c'est vraiment
et je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer de manière profonde dans les prochaines années, et je pense que il faut qu'on puisse pousser pour avoir un projet de société cohérent, désirable pour les populations, qui soit crédible et qui soit concret, et que l'écologie, ça soit pas juste on va tous crever dans 10 ans, que ce soit aussi quelque chose qu'on peut construire, et par ailleurs qu'on puisse recomposer ou composer ou recomposer un ensemble de forces politiques qui sont pas toujours en capacité de s'entendre, parfois pour des bonnes raisons, parfois des moins bonnes. Maintenant, si on parle à une échelle locale, bon, évidemment, mon but c'est pas de faire ma propre pub ou de faire de la pub pour des collègues élus. Je pense que d'abord c'est important de constater que moi je suis un élu Europe Écologie Les Verts, de constater que c'est pas parce que je suis élu Europe Écologie Les Verts que je suis d'accord avec tout ce que dit et tout ce que fait Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, si on regarde le discours aujourd'hui ou le discours il y a 5 ans, c'est pas tout à fait les mêmes sur tous les sujets. Enfin, ça évolue et c'est normal. En fait, une parti politique, c'est comme une assoce, c'est comme une entreprise, c'est comme n'importe quel groupe social. C'est la résultante quelque part de ses membres, et ses membres ils évoluent aussi, et je pense que c'est important parce qu'on a tendance à catégoriser des partis politiques plus que n'importe quelle organisation en disant ELV ou FI ou les Républicains ils pensent ça. Oui, alors c'est parfois un peu plus compliqué. Par contre, il y a une vision du monde qui supplante ce parti politique et qui lui permet d'aller dans une direction et d'avoir des positionnements qui sont a priori dans un sens ou dans un autre concernant en cohérence finalement avec cette vision du monde. Et donc à l'échelle locale, il y a un ensemble de choses que je trouve assez incroyables qui sont faites ou qui sont en cours de réalisation et que moi j'aurais jamais espéré. Enfin, je me souviens typiquement sur le collectif Plein la Vue créé en 2018 qui visait à lutter contre l'extension publicitaire. À ce moment-là, on pensait que tout était perdu, quoi. On voyait arriver les publicités sur les trottoirs, on voyait arriver les écrans numériques absolument dans toute la ville. Il y a eu des premières pauses, notamment le long des quais. C'était fini. Enfin, on voyait déjà arriver la ville 3.0 et tout. Enfin, c'était catastrophique. Le collectif a réussi à gagner du temps et aujourd'hui on a voté un règlement local de publicité qui non seulement stoppe l'extension publicitaire mais va plutôt sur une réduction importante de la publicité, avec notamment suppression des panneaux numériques dans le métro par exemple, et ça c'est quelque chose qui moi me fait dire ok, on va dans le bon sens. Alors sur beaucoup de sujets, je suis assez exalté aussi par ce qui se passe sur ce territoire et sur quelques autres. Je pense que ça va aussi créer des émules, ça peut aussi participer à ces imaginaires dont je parlais tout à l'heure. Par contre, c'est une évidence, c'est que très très vite les collectivités locales, et encore côté métropole, on a de la chance, c'est une collectivité qui a quand même pas mal de moyens. Très très vite les collectivités locales, et c'est déjà le cas pour certaines, vont se retrouver dans des situations où on va faire des élections pour rien parce qu'en fait il y aura juste pas de budget, en fait. Il y aura plus d'argent. Les dotations de l'État se réduisent année après année. L'évasion, la fraude étant ce qu'ils sont, posent un certain nombre de problèmes. Et on se retrouvera à faire des élections pour élire des gens qui vont faire un programme qu'ils pourront pas mettre en place parce qu'il y aura plus de budget. Et c'est déjà une réalité dans beaucoup de petites communes notamment. Et ce sera bientôt vrai à mon avis dans des plus grosses. Et donc ça pose une question de fond qui est que en fait il y a tout un ensemble de choses qu'on va plus pouvoir faire, et puis il y a un ensemble de choses qu'on ne peut déjà pas faire parce qu'ils ne dépendent évidemment pas des collectivités locales. Typiquement, c'est pas la métropole de Lyon qui va pouvoir sortir de la société de consommation, ça va être compliqué. Il y a évidemment un pendant qui est autrement, enfin qui est bien différent. Voilà, il y a une question aussi de compétence quoi quelque part. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Quelles sont les prochaines étapes là pour Ecologica et pour tes projets? Je crois que tu le disais, bientôt les nouvelles promotions, enfin en tout cas les futurs étudiants qui souhaiteraient rejoindre l'école vont pouvoir postuler. Quelles sont les grandes étapes à venir et comment on fait si on veut rejoindre l'école? Oui, tout à fait. Eh bien, on a un webinaire le 23 novembre à 18h. On peut s'inscrire sur le site internet. C'est aussi l'occasion de l'ouverture du coup des candidatures à ce moment-là. Les candidatures du coup sont à formuler et à déposer sur le site internet également. Il y a une page dédiée. Et puis à partir de là, il y a quelques documents qui sont demandés qui sont assez classiques, relevé de notes, dernier diplôme obtenu, et puis surtout un document de motivation qui peut prendre la forme d'une lettre, d'un audio, d'une vidéo, d'un poème. Tout
est envisageable. Nous, ce qui va nous intéresser, bon, les résultats, le diplôme peuvent être intéressants, mais ce qui va le plus nous intéresser, c'est vraiment cette question de, je dirais pas de motivation, mais de volonté, en fait, de dire, ok, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie de participer à la construction d'un autre monde quelque part. Et d'ailleurs, on va aussi poser des questions dans le cadre de cette candidature sur le site internet directement, quand on va sur la page candidatée, qui sont plutôt du ressort de l'inspiration, sur des œuvres, sur des personnalités, sur des événements qui nous ont inspirés et qui font aussi ce qu'on est aujourd'hui et ce pourquoi on candidate dans une école comme Ecologica. Voilà, on n'a pas vocation à prendre des personnes qui vont souhaiter, qui auraient un profil enfin, qui hésiteraient finalement quelque part entre un petit peu écologie et une grande école de commerce pour le prestige. Voilà, comme je l'ai dit moi à la cérémonie d'inauguration de l'école, aux étudiants, vous n'êtes pas l'élite de ce monde, contrairement à ce qu'on pourrait vous dire si vous êtes dans des grandes écoles. Ou plus précisément, vous n'êtes pas l'élite de ce monde qui meurt. Et ça, c'est important de le signifier, parce que si on veut pas faire les mêmes erreurs, il faut peut-être déjà commencer par interroger ce mot d'élite. Donc il s'agit donc de candidater. Ensuite on a je divague, on a un entretien qui va être proposé au candidat s'il est prévalidé par le jury, et puis le jury va recevoir le candidat en entretien, idéalement en présence, mais on peut le faire en visio, et suite à ça, eh bien, il y a un avis qui est rendu sur la candidature pour pouvoir valider ou non l'inscription. Mais en gros, entre le moment où il y a un dépôt de candidature et la réponse au candidat, il se passe entre 10 et 15 jours. Le 23 novembre, c'est la semaine prochaine. Je suis pas sûre qu'on ait eu le temps de sortir le podcast puisque c'est jeudi prochain. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, si jamais on n'a pas le temps, ce qui risque d'être le cas, de vous rencontrer, de savoir qui vous êtes? Est-ce qu'il y aura d'autres rencontres? Peut-être que t'as pas encore les dates, mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de pouvoir échanger avec vous. Ouais, tout à fait. Effectivement, je me le suis dit en le disant. Oui, alors il y a un ensemble de webinaires et de portes ouvertes qui auront lieu tout au long de l'année. Il y aura 2 éditions de portes ouvertes, notamment une fin janvier. Alors j'ai plus effectivement les dates en tête. On sera aussi sur le salon de l'étudiant à Lyon en janvier pendant 3 jours. On sera sur le salon de l'étudiant de la transition écologique à Paris le 8, le samedi 9 décembre, c'est ça. Donc oui, il y a un ensemble de possibilités. Après, le mieux, c'est d'aller voir sur le site internet ou de nous suivre sur des réseaux de manière à pouvoir être informé, ou tout simplement en fait nous écrire, parce qu'il est aussi possible de demander à nous rencontrer plus spécifiquement. Il est aussi possible de venir voir les cours, comment ils se passent. On peut tout à fait faire la demande. Si l'enseignant est d'accord avec ça, vous pouvez vous faire être en immersion dans le cadre d'un cours pour voir un petit peu comment ça se passe, si ça vous correspond, etc., etc. Tout ça, c'est possible. Bon, génial. Mais on va aller poser la même question. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui? Comment dire, pas vraiment. Après, je sais pas, on a commencé à parler d'Ivan Illich d'André Gorz, donc du coup il y a plein de choses qui se sont un petit peu activées dans mon esprit, notamment sur, je parlais un petit peu de productivisme et sur le rapport à la technique, aux technologies, etc. Mais en même temps, j'ai pas un moyen particulièrement efficace de relier ça à Ecologica actuellement. Donc, enfin, il y a bien sûr des liens qui sont très forts d'un point de vue philosophique et d'un point de vue de la formation, mais il n'y a pas de nécessité. Et en même temps, peut-être simplement signifier le fait que on a un autre penseur qui s'appelle Jacques Ellul, qui est un peu dans le trio de l'écologie politique, hein. C'est un peu Jacques Ellul, André Gorz et Ivan Illich, en tout cas en France, qui sont les plus signifiants de la construction de l'écologie politique. Jacques Ellul qui explique que si on veut pouvoir quelque part faire une révolution dans la société, changer la société, il faut être en mesure, chacune et chacun, de faire une révolution immédiate.
Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que ah là là, le petit colibri, la solution individuelle, on va changer le monde en faisant tous un petit effort. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, c'est néanmoins absolument nécessaire de le faire, hein. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de réconcilier l'idée que est-ce que c'est les choses qui doivent changer par le haut, par le bas, etc. Et nous, on se pose beaucoup de questions sur le rapport aux technologies, dans le sens où on est relativement assez certain que ça va être compliqué d'avoir tous un smartphone dans la poche, par exemple, ou même d'avoir tous des ordinateurs portables, etc., à l'horizon de ces prochaines décennies, si on continue comme ça. Et ça interroge du coup des usages, ça interroge des dépendances, ça interroge ce que j'appelle moi aussi des servitudes, et puis ça interroge la déviation de la transition écologique aussi qu'on permet à travers ces outils-là. Et donc, en se questionnant, on a un ensemble de cours qui vont participer à ce questionnement auprès des étudiants, mais on a aussi, du coup, des expérimentations, notamment la semaine sans smartphone, qui nous permet de mettre en lumière finalement le fait qu'on peut s'organiser différemment, et le fait que parfois un petit peu de déconnexion, voire beaucoup de déconnexion, ça permet aussi de favoriser le lien social de manière assez évidente. C'est une réflexion que je me faisais moi pendant les dernières vacances en me disant mais mince, je sais pas si vous partagez, hein, vous avez le droit de pas partager, mais mince, si on n'avait pas internet quelque part, est-ce qu'on serait pas tous en ville, dehors ou dans des lieux de vie divers et variés? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de lieux de vie où on se rencontrerait? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu plus authentique? Je n'ai pas la réponse à cette question, hein. C'est pas une affirmation de ma part. Néanmoins, c'est un ensemble d'interrogations, je pense, qu'on doit forcément être amené à avoir si on veut pouvoir construire des imaginaires et du coup un projet de société qui soit capable d'emporter l'adhésion soit d'un plus grand nombre, soit en tout cas l'adhésion d'une forme de minorité active qui permet de transformer l'essai. Si on avait un livre à lire? Je dirais Ecologica, mais c'est un peu facile. Et puis c'est peut-être un petit peu parfois complexe. C'est un peu politique et parfois technique. Je dirais que s'il y a un livre à lire qui, moi, m'a particulièrement marqué ces dernières années et qui participe quelque part à l'exaltation de mes projets, et qui participe à mon interrogation sur la technologie, et qui participe à un souhait d'authenticité plus forte et d'un projet de société plus libre, plus désirable, c'est très probablement La Zone du dehors d'Alain Damasio, qui est un livre qui m'a vraiment bouleversé et qui m'a permis aussi de renouveler quelque part ce que j'ai appelé la fidélité envers le vivant, et finalement une forme aussi de fidélité envers un combat qui est celui de la liberté vraie. Ça fait plusieurs fois qu'on cite Alain Damasio dans ce podcast. Merci beaucoup Floyd. Merci à vous. Du temps que tu nous as accordé, c'était très sympa. On a parlé de plein de choses, de transmission, d'éducation, de politique bien évidemment, d'engagement associatif. Moi, je retiens quand même une chose. Sortir des espaces urbains, c'est peut-être démarrer une transformation personnelle. Et que la transformation personnelle reste quand même la base de toute la transformation qu'on a à faire collectivement. Et toi, tu attaques cette transformation par l'enseignement. Et donc ça, c'est hyper inspirant. Et comme tu le dis, toi, ton seul attachement, c'est au vivant. Donc ta fidélité, elle reste au vivant. Et je dis tu, mais j'embarque aussi toute l'équipe d'Ecologica et toutes celles et ceux qui sont à la co-création de ce projet. Mais t'es vraiment dans ce désir de créer de nouveaux imaginaires, d'une nouvelle société, et de rendre quelque chose peut-être de plus vivant aussi pour nos enfants. On est nous parents et on est très attachés à ça, et que tu es déjà dans la préparation du monde de demain. Donc voilà, merci pour le temps que tu nous as accordé, et sur cette belle école qu'on aura plaisir à suivre et dont on fera la promotion régulièrement. Merci Floyd. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.